Sawadee krap. Sawadee krap. Bienvenue dans ce 4e épisode de Business et Coconut. On a enregistré le dernier épisode la semaine dernière. Du coup, là, en démarrant cet épisode, je me demandais ce qu'on allait bien pouvoir se raconter. Et en même temps, je suis à peu près certain qu'on va trouver plein de choses. Parce que j'ai pas mal de trucs à titre perso. Tous ces trucs dont voilà, tout le monde s'en fout. Mais peut-être qu'on va pouvoir faire des parallèles sur des trucs intéressants, sur le business et tout, quoi. On a parlé de la recherche de maison, des updates là-dessus et autres, quoi. Je pense que c'est ça qui est aussi intéressant de faire ça en continu, c'est de se dire, ok, on parle d'un sujet et on peut refaire un petit point dessus quelques épisodes après si ça a bougé ou si on a abandonné. Carrément. Et tu sais qu'il y a un sujet hyper intéressant. Du coup, ça va un petit peu brouiller la petite liste, mais si tu veux, je peux commencer avec ça parce que on est allé visiter une maison ce matin, revisiter pour être exact. La maison est quand même assez éloignée, alors pas tant que ça, c'est-à-dire que t'es à 30 minutes du centre-ville en roulant tranquille, quoi. Et puis si tu bombardes un peu... Ah non, moi je roule tout doucement. Toi, t'es à un quart d'heure. Ouais, je suis pas un terroriste, je suis un terrorisé de la route. Moi, je déteste la route. Enfin, je déteste la circulation, donc je suis extrêmement prudent et extrêmement stressé à l'idée qu'il puisse arriver quoi que ce soit à Ella sur la route, quoi. Donc, on a trouvé des petits chemins et tout ça pour y aller. Bref, donc niveau sécurité, c'est ultra ok. Tu sais, pour toi qui connais un petit peu, du coup, en fait, il faut remonter sur Meirim, le café, tu sais, où on est allé avant que tu partes, là. Tu vois, un peu avant, mais direction par là. Ouais. Et donc, on prend Canal Road. On a une petite route sur le côté qui longe, mais qui est super safe. Et puis derrière, on bidouille, on passe par les villages. Et du coup, il n'y a pas besoin de prendre de grosses routes, d'autoroutes, machin. C'est parfait. Donc, de ce point de vue, super. On trouve la maison, donc on la visite, machin. On revisite ce matin. Et en fait, je voulais voir parce qu'il y a des agriculteurs pas très loin avec des serres. Alors, je sais pas trop ce qu'ils font pousser, on s'en fout. Mais tu as un système de ventilation qui fait un petit arrière, tu sais, un bruit de fond, si tu veux, de ventilation. Donc, c'est pas très gênant, mais en fait, ma crainte, c'est de me focus sur ce bruit. C'est-à-dire que si j'y suis comme ça, si tu veux, il me gêne pas. Mais tu sais ce que c'est. Il y a des bruits qui te gênent pas, et dès lors que tu commences à focus dessus, c'est fini, quoi. T'arrives pas à penser à autre chose. Pour te dire, il y a une... La housekeeper, quoi, la nana qui... Enfin, il y a une femme, quoi, qui a vécu dans cette maison pendant 2 ans. Aujourd'hui, elle s'occupe... tu vois, c'est la femme de ménage, machin. Et je lui pose la question. Je lui dis, tu sais ce que c'est, le petit bruit, tout ça? Et elle l'avait, en 2 ans où elle vivait là-bas, elle l'avait jamais entendu. Je crois que j'ai pourri la vie, la pauvre, moi elle y vit plus, mais du coup je fais si écoute, et là elle fait ah putain ouais je l'entends, et l'agent immobilier qui était là me dit ouais c'est la ventilation du truc à côté. Donc moi j'ai proposé, j'ai dit peut-être que il y a moyen de je sais pas, de payer ou de financer un mur ou je sais pas quoi, tu vois, qui puisse permettre au son de s'arrêter, enfin tu sais, de faire un truc, quoi. Et j'avais lu que le bambou avait une propriété super insonorisante, apparemment. En Europe, ils font des murs de bambou sur les bords d'autoroute, tu sais, pour amortir les bruits. Et donc, je me suis dit, bon, il y a peut-être moyen de gérer un truc comme ça, tu vois, financer un petit truc là qui permette de bloquer le son ou je sais pas quoi. Et il m'a dit, c'est ça qui est marrant avec la Thaïlande. Il me dit, non, tu payes pas. On va aller se plaindre. Moi, je connais le chef de la police. Je joue au golf avec. Et il me fait comme ça, il me fait, je vais l'appeler, je vais faire, ouais, bro. Là, il y a les gars là qui font du bruit, qui dérangent mes clients. Il faut que ça s'arrête. Je fais ok, bon. J'espère que ça va pas nous amener des problèmes derrière, tu vois. Est-ce que les mecs se disent, ah, ok, ils se sont plaints, etc. Mais tu vois, c'est des
Ouais. de système, quoi. Donc voilà, donc tout ça pour dire que... Ouais, vas-y. Ouais. Non, je dis, tu sais qu'il y a des gens qui payent pour avoir du bruit blanc, tu vois. Il y a des machines à côté du lit, tu mets pour faire un bruit blanc pour te Ouais, je fais ça. justement bloquer les sons externes et tout ça. Et j'allais dire aussi, je te laisse continuer après, mais j'allais dire aussi, c'est bien un truc de copywriter ça. Les copywriters, j'ai remarqué, sont obsédés par le calme et l'absence de bruit. Dans les destinations qu'ils choisissent, dans les appartements, dans les cafés ou autres. Et c'est vrai que moi, pas au niveau de certains, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est vachement important. C'est une Toi, je sais obsession, que c'est j'essaie de important pour toi travailler aussi. dessus d'ailleurs, mais c'est chiant, quoi. C'est vraiment chiant. Quand je révisais mon bac, en terminale, genre quand j'étais vraiment en mode révision, genre fallait qu'il y ait aucun bruit dans la maison, sinon genre ça me déconcentrait. Je sais pas, je devais pas avoir une capacité d'attention très importante à l'époque, et du coup j'avais essayé tous les trucs, tu sais, les bouchons en cire et tout ça, mais c'était genre ça me bloquait quoi. Donc ouais, maintenant ça va un peu mieux avec les écouteurs anti-bruit et trucs comme ça, mais j'avoue que là tu vois, genre l'appart qu'on a ici, on est un peu perché, tu vois, on est au 5e étage, mais au-dessus d'une route avec pas mal de passages, et les vitres sont pas hyper isolantes, et c'est vrai que Ouais. c'est lourd quoi, Tu vois. à terme. Donc je comprends que pour un projet long terme, ça puisse te saouler pour un mois. Bon, moi je dis ok, bon, je prends sur moi et puis ce sera bien la prochaine fois quoi. Carrément. Mais à long terme, ouais. Ça devient, ouais, c'est obsédant. Alors il y a aussi un truc par rapport au bruit que j'ai pu remarquer, c'est que l'origine du bruit peut avoir une influence sur l'effet que ça a sur moi. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai remarqué ça, j'étais genre limite scandalisé par mon attitude, tu vois. C'est-à-dire que un bruit qui me dérangeait, c'était genre je sais plus, genre un voisin, enfin je sais plus trop, tu vois. Et derrière, ouais, grosso modo, l'idée c'est ça. C'est ce genre de comportement, c'est voilà, un voisin te fait chier parce qu'il fait du bruit et à force ça te saoule. Et puis derrière, tu fais connaissance avec ce voisin, tu l'apprécies et du coup, le bruit ne te dérange plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut bien dire que c'est complètement, enfin subjectif évidemment, mais plus quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment une notion d'interprétation et de subjectivité poussée à l'extrême. Mais t'as beau en avoir conscience, c'est pas forcément facile à gérer quoi. Donc ouais, gros focus sur le calme. Et la maison est chouette, la maison est vraiment chouette. Il y a, enfin, je te montrerai des photos, mais t'as une grande terrasse enfin un salon extérieur couvert, tu vois, vraiment à la taille. Mais la maison est quand même moderne, de grands espaces. Il y a des bureaux en bas, il y a un atelier pour la moto en bas, il y a une espèce de studio de yoga en bas, tu sais, grande plateforme en bois machin. Il y a une rivière qui passe dans le jardin. Il y a plein d'arbres fruitiers. Il y a des citronniers, des fruits dont je sais même pas le nom là. T'as 2 petites forêts de bambou et franchement elle est cool la maison. Mais du coup tu vois il y a un petit truc où on aime bien la maison et dès lors que ça se concrétise il y a une espèce de petit vent de panique qui nous fait complètement hésiter parce que ça suppose un changement en fait. Tu vois, c'est-à-dire que on va quitter potentiellement ce qu'on connaît pour quelque chose de potentiellement mieux, mais qu'on connaît pas. Et ça fait longtemps en fait, vu que je voyage beaucoup moins désormais. Ça fait longtemps que j'ai pas été confronté à ça, et je sens que c'est challengeant quoi. Là, je le ressens. Donc c'est tout frais, hein, c'était de ce matin et voilà, mais c'est challengeant. Le changement est challengeant. Ouais, bah après, si c'est un changement que tu peux renverser si jamais ça va pas, ça aide à décider aussi. Genre, mettons, si jamais vous faites ça et qu'au bout de 6 mois, ça marche plus, je crois qu'au Thaïlande, tu récupères pas ta caution, mais tu peux partir quand même, quoi. Et reprendre ce que vous avez maintenant, bon, peut-être plus cher, du coup, vu que vous l'avez depuis un moment. Non, mais on l'a depuis un moment, mais ils nous augmentent le prix tout le temps. Hein. Ouais. Donc non, ça serait pas plus cher, mais ouais, effectivement, en fait. Et ça c'est une super leçon, tu sais. Je sais plus sur quel sujet c'était exactement, mais peu importe, ça fonctionne avec tout. Et je parlais avec un ami et je disais, tu vois, voilà, c'était pour une histoire d'investissement immobilier.
Et il me disait, enfin bref, je stressais et lui il achète des apparts sans les regarder quoi. Tu vois, je disais putain mais t'es un ouf quoi. Enfin tu sais. Et il me disait en fait pour moi ce qui compte dans la prise de décision c'est d'abord de penser à comment est-ce que je peux retourner la situation si ça se passe mal. Et il me dit en fait dès lors que j'achète un appartement dans un endroit où je sais qu'il y a de la demande, bah, s'il y a le moindre problème, je le revends. Et la pire chose qui puisse arriver, c'est éventuellement que je perde quelques pourcents, quoi. Bon, bah ok, c'est pas trop grave. Tu vois, ici en plus, t'as pas les frais de notaire comme voilà, surélevés. Donc, et je pense que l'idée, c'est ça, c'est de se dire, bon, bah, sur un projet comme celui-ci, alors là, c'est un projet de déménagement pour une maison qui est louée, quoi, tu vois, donc c'est pas non plus un truc de ouf. Mais quel que soit le projet, tu vois, c'est se demander, ok, comment est-ce que je renverse la vapeur, qu'est-ce que je vais perdre en fait si je change d'avis, et si je change d'avis, qu'est-ce que je vais perdre et est-ce que je suis prêt à payer ça pour avoir cette expérience. Et cet ami, j'en parle souvent, tu le connais d'ailleurs, mais il m'a énormément inspiré ce gars-là, et ça a été un peu un mentor à un moment pour moi. Il me disait il faut tout le temps, il répète ça tout le temps, il dit il faut payer pour savoir. Et ça c'est une sacrée leçon. C'est-à-dire qu'en fait quand on a peur de se tromper, en fait savoir si on va se tromper, ça a un prix. Tu vois, savoir si on fait le bon choix, ça a un prix. Mais il faut accepter que parfois on fait pas le bon choix et il faut payer pour savoir. Donc payer de son temps, payer de l'argent, payer tout ce que tu veux, tu vois. Mais il faut se lancer pour savoir, et ça fait partie du process. Et si tu veux pas, et tant qu'on veut pas payer le prix pour savoir, ben en fait on n'avance pas. Voilà. Donc je trouve que c'est un mantra intéressant même. Ouais. Non mais c'est intéressant. Moi je vois deux trucs dans ce que tu dis. Il y a le premier, c'est genre choisir en fait des projets dans lesquels tu as un potentiel qui est très grand, et en même temps où tu peux limiter la casse, quoi. Tu vois, c'est en fait si jamais ça va bien, bah genre magique, ça va être génial, et si jamais ça va pas, c'est pas trop grave, tu vois en fait. Et dans les projets comme toi à la maison, mais ça peut être aussi projet pro, par exemple, tu te dis ok, si je lance tel business, si ça marche, ça va être la folie. Si ça marche pas, bah j'aurais pas perdu trop d'argent, j'aurais appris tel truc, j'aurais fait tel réseau qui me servira dans d'autres projets en fait. Tant que tu continues à apprendre et à pas non plus te mettre trop dans la merde, c'est pas mal. Et deuxième chose, là, ce que tu dis de payer pour savoir, c'est un truc, tu sais, la conférence à Bangkok, là, d'ici Keke, à laquelle j'ai été en octobre, tu devais venir, mais t'étais malade, qui était vraiment cool. Et il y a plusieurs moments, en fait, où je parlais à des personnes, ou dans des masterminds, où on était autour d'une table, des gens qui étaient vraiment, genre, qui avaient ça ancré en eux. Ils disaient, ok, genre quelqu'un qui disait, bah, genre, qui voulait lancer un business dans tel domaine, il dit, bah, qui est-ce que tu peux payer $1000 pour 1 heure pour qu'ils te disent comment c'est vraiment sur le terrain, tu vois. Et tu dis, en fait, $1000 pour 1 heure, tu dis waouh, c'est cher et tout, mais en fait, ça peut t'éviter de passer 6 mois à galérer sur un truc qui n'a pas de potentiel. C'est vraiment ça, mais cher, en fait. Tu te rends compte un peu de la puissance de ce concept, quoi. C'est-à-dire le temps que tu gagnes, tu peux gagner des années simplement en étant. Parce que tu te dis, ouais, non, mais attends, je vais pas payer ce mec-là 1000 ou 2000 balles, tu vois. Mais en vrai, si t'arrives, tu demandes à un expert d'un domaine, un CEO, tu vois, d'une boîte que tu kiffes ou je sais pas quoi, et tu lui proposes 2000 balles pour qu'il t'accorde 30 minutes, il y a moyen qu'il l'accepte, tu vois, à 4000 € de l'heure, il travaille, le mec. Et toi, ça peut vraiment, vraiment, vraiment changer ta vie, quoi. Alors ça paraît fou, mais c'est une putain de leçon, quoi. Ça, c'est incroyable. Ouais. Mais tu vois, je pense que je sais pas si tu le vois dans ton activité, peut-être la nouvelle sur laquelle tu travailles, mais moi, dans Freemode, il y a des freelances débutants, donc ils viennent clairement vers nous pour avoir une méthode et savoir concrètement quoi faire dans quel ordre. Et tu as aussi une deuxième persona, on va dire, des freelances qui se sont lancés un peu en freestyle, en se disant, bah, freelance, c'est parti, YOLO et tout. Et en fait, au bout de 1 an, 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, même parfois 10 ans, il y en a 12 ans, qui se disent, mais en fait, ça va pas comme ça devrait. Je vois des personnes qui réussissent mieux, en fait, qui viennent qui rejoignent le programme pour avoir d'aide là-dessus. Et en fait, tu vois qu'en quelques petits tweaks, tu peux complètement changer leur quotidien. Genre typiquement leur dire, bah voilà, ce client, est-ce que tu es sûr que tu veux bosser avec parce qu'il te paye pas tant que ça pour l'effort que tu mets, il pourrit ton quotidien. Ou alors des fois, j'ai vu des freelances littéralement doubler leur tarif du jour au lendemain parce que juste ils n'avaient pas l'information de combien ils pouvaient facturer pour ce qu'ils faisaient, ou tu vois des changements drastiques comme ça
en genre quelques minutes, limite, tu vois, de discussion avec moi qui est vu un peu plus loin qu'eux et qui est plus d'expérience, tu vois. Donc c'est assez, ça peut être assez majeur, je pense, comme impact. Et c'est pas que le savoir. C'est un bon piqûre de rappel. C'est pas que le savoir, c'est aussi se rendre compte que d'autres l'ont fait et que c'est beaucoup plus simple. Souvent, en fait, c'est aussi se rendre compte que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Se dire, parce que tu sais, ce genre de conversation, généralement, tu sors avec le truc de ah purée, mais en fait, c'est tellement simple que j'y avais pas pensé. Ou alors ah mais en fait c'est que ça, tu vois, et tout à coup ça devient plus clair et tu vas. Mais tu vois, ça, moi, ça, ce que tu racontes dans Freemote. Alors du coup, pour la nouvelle activité, d'ailleurs, on pourra en parler tout à l'heure si tu veux, parce que je suis assez content de ça. Ça a été beaucoup de boulot là ces derniers temps, mais ça se concrétise et c'est top. Mais du coup, pour ce que tu as vécu, ce que tu vis avec Freemote, moi je le vis dans Copy Training avec les copies, et on a donc des personnes qui se lancent, qui partent de zéro, mais on a aussi des personnes effectivement qui des copywriters qui n'arrivent pas à se lancer. Et parfois c'est vraiment des déclics, mais c'est hallucinant, quoi. Enfin, en fait, lorsque j'ai commencé ma phrase, là, je me suis dit, je vais donner des chiffres pour illustrer, mais je vais même pas les donner tellement c'est hallucinant. Et tellement ça pourrait paraître bizarre, mais sur un simple truc, t'as des mecs en un mois, ils décollent, quoi. Enfin, c'est juste parce que, voilà. Puis après, tu les vois plus. Tellement ils partent dans une autre dimension, quoi. Ouais. Ah bah c'est cool. Ouais. Est-ce qu'on passe à un sujet, j'avais noté ça pour le podcast, on avait parlé à une époque, et je pense que peut-être ça pourrait être intéressant d'en parler, de voir quand est-ce qu'on le fait. Donc pour le podcast Business et Coconut, on s'est dit qu'on voulait commencer tous les deux pour mettre un peu poser un peu les bases du projet. On a déjà plein de trucs à se dire tout le temps, donc il n'y a pas de pénurie de sujets, tu vois, même d'une semaine à l'autre. En novembre, on a fait 3 épisodes back-to-back, ouais. On a jamais manqué de sujet. Là, pareil, voilà, donc c'est ça. Et l'idée, c'était, est-ce que et quand est-ce que on invite des personnes sur le podcast à discuter avec nous, tu vois, pour nous leur poser des questions, avoir une discussion intéressante, puis des personnes, tout type de personnes, tu vois, pas forcément juste des gens dans tel ou tel domaine, mais vraiment une discussion un peu comme on essaie d'avoir à 360. C'est pas juste business, c'est pas juste lifestyle, c'est pas juste coconut, tu vois, mais c'est un peu une vision, une discussion holistique d'un petit peu tout ce qui est intéressant dans notre vie d'entrepreneur, notre vie perso, notre vie d'expat, nomade. Qu'est-ce que t'en penses maintenant, là, après 4 épisodes? Et ça peut être pas forcément tout de suite. Mais... Moi, je suis super enthousiaste. Le truc, c'est juste trouver les bonnes personnes qui, d'une part, seraient intéressées pour participer à ce genre de podcast et avec qui on se sent connecté, quoi. Ouais, je pense que c'est un autre exercice aussi pour nous et ce sera un petit peu différent. Mais ouais, carrément. Bah écoute, ce qu'on pourrait faire, c'est une fois qu'on a pris un peu notre rythme de la rentrée là, d'épisodes, publications, se dire ok, à qui on pense, le tester sur un épisode et voir. Parce qu'après, moi je pense que ça peut être cool aussi d'avoir des épisodes un peu, tu sais, on n'est pas obligé de faire de faire que des interviews d'autres personnes si on est là-dedans, tu vois, ça peut être aussi je pensais pas des garder, interviews. je sais pas. Interview, et là, le gars avec qui, personne avec qui j'ai eu les meilleures discussions récemment, c'est Salim. Qui a rejoint ton programme La Boussole, je crois. Tu vois qui c'est? Qui a repris ton appart là. Ok. Ah oui. Ouais. Et Freemote et La Boussole, ouais. Et ce gars-là, avec ce gars, on a eu des super discussions récemment là, parce qu'il était à Chiang Mai jusqu'à hier, je crois. Et je pense que, alors, aujourd'hui, il a un lifestyle qu'il a choisi. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vit confortablement de son activité freelance. C'est pas un entrepreneur proprement dit. Ça l'a été, mais il a décidé de passer d'entrepreneur à freelance, tu vois, pour avoir plus de liberté. Et parce il est revenu, si tu veux, du mode école de commerce, full business, à fond, tu vois. Il en est complètement revenu pour une vie beaucoup plus centrée sur le bien-être. Il a passé 2 ans dans un studio de yoga. Là, il était dans un centre de méditation, tout ça. Et du coup, je trouve qu'il a une histoire super inspirante et je sais pas ce que t'en penses, mais moi je pense que ça vaudrait vraiment le coup
d'avoir une conversation tous les trois. Alors du coup, et ce qui serait intéressant, c'est qu'on pourrait parler vraiment d'autres choses, de pas parler vraiment, plus parler coconut que business, tu vois. Je pense que ça serait intéressant. Donc voilà, on pourrait lui proposer si tu le souhaites. Carrément, ouais. Ouais, je pense que ce qui est important, c'est qu'on arrive à prendre un petit peu notre rythme là avec l'équipe aussi pour assurer tout ce qui va derrière. Et puis après, carrément. Et puis après, ça peut être une discussion, tu vois, avec Salim par exemple. Après, on peut se faire un épisode aussi entre deux, tu vois, nous on catch-up et les sujets qui sont arrivés dans le mois, du coup. Je pense que là, pour le coup, il y en aura beaucoup plus et peut-être. Ouais, c'est ça. C'est trouver un peu le rythme. Alterner et puis faire des épisodes quand on a quelqu'un d'intéressant sous la main, plutôt que s'obliger à avoir des invités toutes les semaines, quoi. Je voulais te poser, on parlait de coconut, tu parlais tout à l'heure de maison et de garage et trucs comme ça. Je voulais te poser une question un peu random, parce que faut savoir qu'une de tes grandes activités du moment, depuis un moment, c'est la moto. Moto plutôt enduro, autour de Chiang Mai. Je t'ai vu, en fait, ça a toujours quelque chose qui t'a intéressé, mais je t'ai vu, en fait, en te posant à Chiang Mai, te mettre à fond dedans, acheter, je sais pas combien de motos t'as, 2-3 motos, en faire parfois beaucoup dans la semaine, parfois un peu moins, et en tout cas que ce soit toujours dans ton esprit. Et je t'ai vu aussi, parce que j'habitais dans le même building là un peu plus tôt cette année, t'en occuper, tu vois, je sais pas, les laver, les réparer, aller bidouiller des trucs avec des garagistes dans des petits, dans des endroits pour faire importer des motos spéciales, les pièces. Et du coup, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta passion de l'enduro, ce que ça t'apporte. Et aussi, j'aimerais bien te demander ton histoire la plus what the fuck en enduro. Ok. Alors, faut que je réfléchisse à l'histoire la plus what the fuck, mais ça va venir. Alors, il faut savoir qu'au départ, en fait, et ça, c'est beaucoup de personnes, beaucoup de gars. Je dis de gars parce que je connais pas enfin, sur les réseaux, j'en vois, mais je connais pas personnellement de femmes, de filles qui sont dans la moto. Mais pour tous les gars que je connais qui font de la moto, c'est une espèce d'obsession depuis l'enfance, quoi. Souvent, c'est un truc où tu sais pas trop ce qui t'a pris, mais depuis que t'es tout petit, t'es obsédé. Dès que tu vois les premières petites Piwi, tu sais, les mini-motos, là, enfin voilà, moi j'ai souvenir que déjà tout petit, je voyais ça, je rêvais d'avoir ça. Lorsque j'allais sur les fêtes foraines, je ne faisais que ça, tu vois, que sur les motos. J'ai toujours été complètement obsédé par les motos. Après, j'ai eu quelques motos par-ci par-là, mais jamais. Et moi, j'adorais le tout-terrain, tu vois. Et j'ai jamais eu de motocross. Mes parents n'avaient pas les moyens, tu vois. Donc voilà, plus tard, j'ai eu une 125 quand j'étais à Paris, tu vois. J'ai eu des trucs comme ça. Et après, avec le voyage, si tu veux, c'était même pas envisageable. Et en se posant à Chiang Mai, il faut savoir que c'est un peu le paradis du tout-terrain. C'est-à-dire que déjà, c'est complètement toléré. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, pour faire de l'enduro... Alors, en fait, l'enduro, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la moto tout-terrain, pas sur circuit, mais dans la nature. Donc c'est-à-dire qu'on part sur des chemins, ce qui peut s'apparenter à des chemins de randonnée, mais souvent un peu plus comment on dit ça, cabossé, non ? Des longues distances, quoi, comme on peut faire des sorties en VTT de 3 heures, voire plus. C'est pas juste aller faire le tour d'un terrain vague, quoi. C'est vraiment partir à l'aventure, suivre un chemin, voir ça où ça nous mène. C'est ça, t'as les paysages. Plein de paysages. T'as aussi, t'as une grande part de dépassement de soi, c'est-à-dire que tu pars avec des sangles, parfois, tu dois être à plusieurs pour passer la moto par-dessus un arbre, ou parfois la moto peut tomber dans un ravin, ou d'une petite falaise ou un truc comme ça, faut pouvoir la remonter, tu vois, c'est vraiment c'est assez hard. D'ailleurs, ça s'appelle du hard enduro, ce qu'on fait. Et donc, ça c'est un truc que j'ai découvert ici. C'est-à-dire que je m'intéressais pas à l'enduro avant. J'ai été initié justement par la personne dont je te parlais tout à l'heure. Voilà. Et ouais, j'ai complètement accroché. Et aujourd'hui, je suis à fond là-dedans. Je suis à fond là-dedans. Alors évidemment, étant donné que c'est une discipline où la moto est mise à rude épreuve, forcément, ça demande pas mal d'entretien. Tu casses beaucoup de choses parce que tu tombes beaucoup, mais ça fait partie du kiff. C'est-à-dire que aujourd'hui, honnêtement, pour moi, c'est 50% de plaisir
dans l'entretien, dans les réparations, dans tout ça, et 50% de plaisir dans le roulage, quoi. Tu vois. Et dans le roulage, tu as aussi toute la partie où tu prépares tes traces GPS. C'est un sport, et puis c'est un sport d'équipe aussi, c'est-à-dire que tu pars jamais seul, tu es toujours en entraide, c'est-à-dire généralement une moto, si tu es à 3, on est à chaque fois 3 pour passer chaque moto sur les parties vraiment délicates, et on passe les motos à tour de rôle comme ça. Enfin, tu vois, c'est un super truc, quoi, qui est beaucoup moins dangereux que ce qu'on pourrait imaginer. Moi, je suis, ce que je disais tout à l'heure, j'exagérais un petit peu en disant terrorisé, mais vraiment pas loin lorsque je suis sur la route. Donc je suis pas un téméraire, si tu veux, sur la route, quoi. Tu vois, je déteste la circulation, j'ai vraiment conscience du danger. Et pour autant, dès lors qu'on est sur des terrains de montagne, on est dans la montagne, sur des terrains où il n'y a pas de circulation, ça peut paraître un peu tricky par moment, mais t'es bien protégé, et là je me sens plutôt safe, quoi. Alors des fois il y a des bonnes gamelles, quoi, tu vois, où tu te fais un petit peu mal, tout ça, mais en général ça va, quoi. C'est toujours beaucoup moins grave qu'une chute sur la route, quoi. Donc voilà. Voilà pour la question de l'enduro. Yes. Et sinon, pour une anecdote, cool. What the fuck, tomber dans un ravin. C'est-à-dire qu'en fait, t'as vraiment un ravin pour le coup. Là, j'aurais peut-être pu me faire mal. Et j'ai eu vraiment une chance, mais incroyable. Je me suis dit, c'est pas possible de... Enfin, comment ça se fait, quoi. C'est-à-dire que, si tu veux, je suis sur une toute petite portion où il y a à peine la place pour les roues. Et je perds l'équilibre, machin, enfin, et je tombe, et vraiment il y a un ravin, donc si je tombais, j'allais dans les ronces, les machins, et puis la moto serait tombée aussi. Et donc bref, je perds l'équilibre, je tombe. Moi, je saute de la moto, donc je saute dans le ravin, et là je me suis dit que j'allais prendre la moto sur la tronche, si tu veux, tu vois, la moto allait basculer. Et là, il y avait une souche qui sortait de nulle part, qui n'était pas prévu, si tu veux, qui a retenu la moto, c'est-à-dire que le cale-pied de la moto s'est posé dessus en se couchant, et la moto a été retenue et n'a pas basculé dans le ravin. Donc il faut imaginer un ravin, une moto en équilibre, juste avec un truc qui la retient comme ça, et la moto qui ne tombe pas. Donc c'est pas super... Moi j'étais dans le ravin, mais j'ai pas pris la moto sur la tronche, et surtout j'ai pas eu à la remonter après, quoi, parce que c'est ça qui était une moto, ça fait plus de 100 kilos, et la remontée, ça demande beaucoup d'énergie, c'est jamais voilà. Donc ça c'est plus qu'une anecdote what the fuck, je dirais, c'est une aventure assez cool, et où j'estime avoir eu énormément de chance. Enfin, tu imagines un petit peu la probabilité qu'une souche se retrouve pile sur le cale-pied, se pose pile au bon endroit, machin, c'était au centimètre près, quoi, c'était incroyable. Donc je sais pas si c'est une super anecdote, mais c'est tout ce qui m'est venu là. C'est marrant, c'est marquant. Mais c'est vrai que non, je te pose la question par rapport à l'enduro et tout ça, parce que j'ai vu la passion évoluer, et c'est cool. Et je pense que c'est plus facile de développer des passions, on va dire, comme ça, quand t'es un petit peu plus sédentaire que nomade, parce que nomade tu bouges, moi tu vois, j'adore la plongée et tout, mais je suis pas toujours à l'endroit où il y a la plongée, et puis c'est pas les mêmes conditions et tout, et puis ça m'intéresse aussi parce que moi c'est toi qui m'a un peu intéressé à ce monde-là, tu vois, je connaissais ça de loin, tu vois, j'avais eu des jeux vidéo, je pense, de motocross, de trial, trucs comme ça, tu vois, ok, ça a l'air cool, sympa. Moi j'ai fait pas mal de VTT, par contre, quand j'étais au lycée, j'étais dans un club, donc les 2 roues en off-road, tu vois, ça me plaît. Et on en parlait quand j'étais à Chiang Mai en 2022, un truc comme ça. Et puis avec la bande de potes à Chiang Mai, pour mes 30 ans, vous m'avez offert une journée d'enduro à Bali, où j'allais après. Et un trip que tu avais déjà fait toi, où tu commences dans les rizières, après tu as une bambouseraie casse-gueule où c'est de la boue qui glisse. Après tu arrives sur le... Ouais. Après, tu arrives sur le volcan où là, tu peux déraper, sauter et tout. Et moi, donc j'arrive là-bas, tu vois, en mode genre le farang, tu vois, qui arrive, le touriste qui a jamais fait de motocross, je savais pas passer les vitesses. Donc je te posé des questions, comment ça se fait. Tu m'as dit, ah t'inquiète, ça va aller. Et du coup, moi, j'arrive là-bas et je l'ai fait du coup avec Alexandra et Paul, un couple qui font pas mal de motos et tout. Et eux, ils savaient bien sûr passer vitesse. Et du coup, moi, j'arrive là-bas et
Ok, je fais un tour de parking, les vitesses ça va, et après on part. Et là, je me rends compte qu'en fait, je sais pas vraiment freiner ou arrêter les vitesses, tu vois, en cours de route. Donc là, je suis en train d'essayer de comprendre le truc et tout ça. Et puis après, on arrive dans la rizière et tout. Et finalement, en fait, au début, j'étais clairement pas rassuré, tu vois. Mais en fait, finalement, avec, tu vois, le côté OK, on y va et ça va bien se passer et tout. Et je pense aussi mon expérience de VTT, de stabilité sur 2 roues, je m'en suis pas trop mal sorti, quoi. Heureusement, bien sûr qu'il y avait les geeks qui m'apprenaient les trucs. Tu sais, je sais plus comment tu fais ça là, mais il y a un moment où tu peux mettre les roues, bloquer une des 2 roues et avoir tes 2 pieds sur les côtés pour descendre des pentes glissantes et tout. Et du coup, c'était vraiment une expérience genre de ouf parce que je suis passé de genre mec qui savait pas du tout, qui avait jamais fait de moto à vitesse ni d'enduro ou de cross ou de trucs comme ça, tu vois, à genre ok, j'ai fait une journée à Bali en full moto, tu vois. À la fin, j'étais rincé, mais j'étais trop content, quoi. Et du coup, c'est un truc que j'aimerais plus faire. Et quand je viens à Chiang Mai ou autre, tu vois, j'avais fait la dernière fois avec notre pote Mathieu là, sur un cours, le cours niveau 1, il y a 3 niveaux, etc. Tu vois, ça me tenterait. Mais en tout cas, ouais, c'est un truc qui m'intrigue, tu vois, qui m'excite, qui me fait peur en même temps. Et tu vois, je vois que toi, t'es passionné et que plein de gens le sont aussi. Je me dis, il y a quand même un truc à creuser. C'est un sentiment de liberté, je pense, qui est assez unique. C'est cool. Parce que si tu veux, en moto, tu vas dans des endroits où éventuellement, tu pourrais aller à pied, mais tu vois, ça te prendrait une éternité. Donc du coup, tu as vraiment ce truc, quoi, où c'est un sentiment de liberté qui est assez unique, quoi. Même des endroits, évidemment, tu peux pas y aller en 4x4, tu vois, dans ce qu'on appelle les single tracks, c'est les tout petits chemins. Tu peux pas y passer en 4x4, tu peux y passer que éventuellement à pied en rando. Mais encore une fois, ça peut te prendre des jours, quoi, pour y accéder. Donc voilà, il y a un vrai sentiment de liberté, c'est chouette. Et puis ce truc où tu fais des pauses, tu prends des photos, t'es ensemble, tu vois, c'est chouette. Et franchement, un des sports, je pense mon sport préféré et que je fais pas assez parce que ça marche pas trop avec mon lifestyle, c'est le ski. J'ai toujours adoré le ski, tu vois, depuis mes 10 ans. J'en habitais à Lyon, donc on allait souvent dans les Alpes, en vacances, en week-end avec des potes, etc. Au Canada, j'en ai fait un peu aussi quand j'étais à Montréal. Et pour moi, le sentiment de liberté que tu as en skiant est assez incroyable. La course à pied, je peux le retrouver aussi parce que tu décides d'aller là, tu vois, tu es en contrôle complet de ce qui se passe et tout ça. Et le deuxième truc qui se rapprochait le plus du ski, je trouve, c'était moi quand on était dans le sable en motocross là, tu vois, où quand ça dérape un peu et tu dis ça ressemble un peu, carrément. Tu vois. C'est chouette. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, tu sais, quand on commence à te parler de ça, t'es obligé de enfin, moi, en tout cas, j'essaye de me réfréner un peu parce que sinon, évidemment, que tu peux en parler pendant des heures et c'est des sujets qui n'intéressent pas non plus tout le monde. Et voilà. Mais je pense que tout le monde peut ressentir ce truc, tu sais, où tu sais, t'as des sujets un peu passion comme ça, où quand tu te lances dans le truc, on t'arrête plus, mais en même temps tu peux vite faire chier tout le monde, quoi. Et alors ici, nous concernant, il y a aussi la passion commune qu'on a pour le business. Donc du coup, quand on parle là-dedans, on peut en parler pendant des heures parce que je pense que les gens qui écoutent ça sont aussi intéressés par le sujet. Donc là-dessus, je me réfrène moins. Mais ouais, là-dessus, il y a toujours un peu de frustration quand tu parles de moto parce que faut savoir s'arrêter, quoi. Carrément. Puis je pense que c'est intéressant aussi et qui fait que c'est cool pour nous de faire ça ensemble et qu'on est toujours en contact après toutes ces années, c'est qu'on a plusieurs passions en commun. On est intrigué par la façon de voir chacun ces trucs. Tu vois, il y a la partie business, il y a aussi la partie voyage, nomadisme. Tu vois, la moto, moi je suis pas dedans, mais je suis ça un peu, j'en ai fait un peu, ça m'intrigue, tu vois. Et inversement, et du coup c'est ça qui est cool parce que quand on parle de ces sujets-là ou des variations ou nos évolutions, ça nous fait kiffer. Donc, carrément. Et on pousse les trucs, quoi. Donc, Yes. Si je suis la petite liste de sujets, on a un sujet intéressant derrière. Je serais bien curieux d'avoir toi ta réponse là-dessus et puis je réfléchirai éventuellement à te donner la mienne. C'est les mois les plus busy dans ton activité. Donc les mois les plus remplis, les plus difficiles. Ok. Donc il y a les mois les plus busy, je pense que on peut peut-être parler des mois les plus busy en termes de travail, mais aussi je pense d'activité en tant que telle, en termes de vente ou autre.
Donc pour moi, ma vision de ça a changé en fait dans la dernière année. Parce que moi, je me disais, mon activité principale, c'est d'accompagner des gens en freelance. Depuis 1 an et quelques, j'ai choisi plus de m'orienter pour aider les gens à se lancer en freelance. Mais j'accompagne aussi des gens qui sont déjà lancés, comme on en parlait, et puis on va refaire ça plus. Mais du coup, les gens se lancer en freelance, c'est quand même un truc assez cyclique, tu vois. Genre, ils se disent, ok, souvent c'est pendant les rentrées. Genre, donc nous, les grosses périodes pendant lesquelles on fait des lancements, en général, ça va être en septembre, en janvier, ou des choses comme ça. Alors que si on accompagne les entrepreneurs, c'est un peu moins, ils peuvent se lancer dans nos projets en tout temps. Donc en septembre et janvier, tu vois, on fait des lancements. Là, on a fini le lancement de janvier. Là, janvier 2024, c'est notre plus gros mois ever en termes de chiffre d'affaires, de nouveaux inscrits et tout. Donc ça se confirme. Donc voilà. Et par contre, là, les 2 dernières années, ce qui n'était pas du tout le cas avant, parce que on a aussi pas mal d'activités en juillet et août en termes de personnes qui nous rejoignent. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que nous, on a une cible francophone, donc France, Belgique, Canada, etc. Et on sait qu'en Europe, juillet et août, c'est quand même assez calme, quoi. Soit les gens se préparent à partir en vacances ou le sont. Et en fait, nous, c'est des mois, c'est des très bons mois en fait. Et du coup, ça c'est un truc un peu étonnant. Et des fois, on se prépare pas, on s'attend pas à ça. En plus, c'est des mois avec l'équipe, on est souvent en vacances, en vadrouille. Et voilà, en termes d'activité, c'est ça. Après, en termes de busy, moi, je trouve que la période la plus busy pour moi, et pour l'équipe en général, c'est souvent genre entre septembre et décembre. Même si décembre, c'est pas toujours c'est souvent un moins grand mois de l'année. Genre entre septembre et décembre et jusqu'à, on va dire, mars, avril. Et je pense que c'est l'explication que j'ai, c'est que c'est une période où c'est la fin de l'année approche, donc on veut finir les projets qu'on s'était dit qu'on ferait cette année, et tout le monde est un peu en mode genre il faut finir les trucs avant la fin d'année. En freelance aussi, tes clients souvent ils veulent finir un truc avant la fin d'année pour le lancer en janvier ou autre. Et après, je pense que la deuxième partie, plus à la nouvelle année, janvier, avril, c'est plus en fait justement l'élan de la nouvelle année de te dire ok, c'est parti, on va faire cette année, on va faire ça va être trop cool, etc. Et qu'au bout d'un moment, souvent ça s'essouffle un peu. Et tu vois, moi l'année dernière, j'étais à partir de avril, mai, j'étais en Japon et Corée, et j'étais plus ou moins à mi-temps, tu vois, niveau boulot. Je bossais bien le matin, une bonne matinée, l'après-midi j'étais tranquille, je visitais et tout ça. Donc voilà. C'est un peu pas pareil. Ouais, c'est la même chose. C'est-à-dire, et de ton côté, du coup, t'as les périodes de résolution, ouais, okay. Donc les rentrées de septembre, les rentrées de début d'année. Et ouais, c'est ça. Donc septembre, octobre, janvier, février. Et aussi pas mal d'activités sur la formation pendant juillet-août. Mais ça fait depuis le début, ça fait 3 ans que je l'observe. Okay. Et donc je l'explique pas, mais... je pense aussi que... Ouais, moi je sais pas, moi j'ai une piste là-dessus, une hypothèse, c'est de se dire en fait que... tu sais, bon, il y a des vacances un peu... pas imposées, mais que tout le monde suit plus ou moins. T'as les vacances genre Noël, jour de l'an, et puis l'été. Et je pense aussi que quand t'es en... Nous, on propose des programmes pour se reconvertir, changer de vie et tout ça. Et je pense que quand t'as plus de temps libre, t'as plus de temps pour réfléchir et être face à ta réalité. Ouais. C'est ce qui s'est passé avec pas mal de monde pendant le Covid aussi, tu vois. Et du coup, d'avoir du temps off, tu te dis en fait, ok, est-ce que j'ai envie de retourner à mon quotidien ? Oui ou non, tu vois, et que tu prends un peu plus de recul. Tu vois des potes qui ont des styles de vie différents et tout. Et je pense que peut-être c'est une hypothèse que j'ai là-dessus, mais pas sûr. Ouais, si, probablement. C'est comme le voyage, tu vois, moi genre c'est ce que je veux dire, c'est super cliché, tu vois, mais les moments où j'ai les plus grandes prises de recul, c'est quand je suis en train d'aller à un point A, à un point B, tu vois. Que ce soit, peu importe le mode de transport, avion, train ou autre, c'est le moment où j'ai toujours envie de sortir une mind map et de vider mon cerveau et de prendre du recul et d'y revenir un peu après. C'est très cliché, tu vois, prendre du recul, t'es loin de là d'où t'étais avant, où tu vas, t'es dans l'avion et autres, mais en vrai, je pense qu'il y a un côté aussi... Ouais, je suis d'accord. Alors ça, pour le coup, tu vois, je l'explique. Enfin, moi, je l'expliquais. C'est quelque chose que j'ai pas mal remarqué, et j'ai remarqué aussi que les phases créatives les plus efficaces étaient souvent dans les moments, dans les transports, enfin pas dans les transports en commun ou dans le trajet
entre la maison et le bureau, quoi. C'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, par exemple, ce que tu disais, quand tu vas d'un point A à un point B, lorsque tu vas d'un pays à un autre, ou lorsque je vais dans des endroits que je ne connais pas, souvent ça suscite pas mal de trucs. Et je l'expliquais, peut-être à tort, j'en sais rien, en me disant que c'est parce que ça choquait mon cerveau. Et je pense que je pense que c'est une explication, moi en tout cas, qui me parle, c'est-à-dire que je viens perturber en fait les habitudes de, tu vois, moi j'ancre l'idée que le cerveau est un gros fainéant et que tous les raccourcis qu'il peut prendre, il les prend. Et donc c'est le principe des biais, c'est-à-dire on prend tous les raccourcis possibles. Et donc, du coup, pour essayer de casser ce modèle, il faut venir choquer nos habitudes, faire des choses, lui montrer des choses qu'il n'a pas l'habitude, lui faire sentir des choses, tu sais, expérimenter des choses qu'il n'a pas l'habitude. Et là, tout à coup, ça vient un peu tout secouer. C'est comme s'il se disait... wow, qu'est-ce qui se passe là-dedans, et hop, ça remet tout en place, tu sais, ça fait un petit peu tout bouger, et ça permet de voir des perspectives différentes, de machin. Et ça, c'est des trucs que j'ai vraiment observé. Alors là, j'ai tous les experts en neurosciences qui sont dans le coma face à ce que je viens de dire, mais mon explication, elle est certainement bidon, j'en sais rien. Néanmoins, c'est vraiment ce que j'observe, et il suffit simplement d'aller franchement, si t'as l'habitude de bosser en regardant un truc, regarde autre chose et tu vas voir que tu tournes ton bureau ou mets-toi face à la fenêtre et tout de suite déjà il se passe quelque chose, tu vois. Tu casses une habitude et là tout à coup il se passe des choses, tu vois. Tu deviens plus créatif, t'as de nouvelles idées, tu inscris ton cerveau dans un nouveau schéma et ça marche bien, quoi. Et c'est simple en fait. Ouais, mais je te rejoins 200% sur le côté créativité. Moi, quand je change de destination, les premières semaines, j'ai plein d'idées qui me viennent, tu vois, les trucs qui pourraient sembler évidents que j'avais pas avant. Et même aussi, j'essaie de le créer dans mon quotidien, tu vois. Et je sais que toi aussi, tu vois, par exemple, moi j'aime bien les matins aller dans un café différent chaque matin. Pas aller tous les jours au même, tu vois, et des trucs comme ça, comme aussi changer d'endroit auquel je travaille, tu vois, de quel bureau. Moi, avoir un bureau en face d'un mur, je peux pas, quoi. Genre, j'ai besoin de pouvoir lever les yeux en réfléchissant, tu vois, et peu importe ce que je regarde en fait, mais c'est plus de laisser un peu mon esprit divaguer, et en fait, c'est productif au final. Ouais. Yes, carrément. Ok. Mais justement, ça nous fait une petite transition toute trouvée avec le sujet suivant, c'était le deep work et état de flow, difficile en mode nomade. J'ai mis ce sujet-là en fait, ouais. Deep flow, enfin deep work et état de flow en mode nomade. J'avais pas de mal avant et là je sens que j'ai un peu du mal en ce moment et je sais pas si c'est parce que je suis en Espagne et tu sais c'est plus flexible, genre les cafés ouvrent plus tard, les gens vivent plus tard, y a la siesta, des trucs fermes, tu vois, et en fait j'ai du mal à trouver mon rythme ici et me dire ok, je suis en mode genre je vais bosser 2 heures focus sur un truc et faire un plan de vidéo ou bosser sur un truc technique profond et tout. Et en fait, ça dépend vraiment des destinations, tu vois. Genre, typiquement, en Asie, enfin, peut-être pas partout, mais tu vois, à Chiang Mai, les cafés, c'est des coworking, en fait. Genre, t'arrives, c'est calme, c'est tranquille en général. Y a un bon internet, t'as un bon café, tu peux être bien. Alors que ici, en fait, les cafés, les gens, ils débarquent à 9h pour prendre le petit déj ensemble et ils commencent limite à crier, tu vois. En mode espagnol, c'est sympa, tu vois, mais pour bosser, c'est pas ouf. Et ça, ce petit déj, ça dure jusqu'à 11h30, midi. Ensuite, le déjeuner, tu vois, ça commence à 13h30, 14h. Et en fait, ce rythme un peu décalé, moi, ça me correspond pas. Et du coup, je pense que ça dépend pas mal des destinations en mode nomade et que clairement, ça, c'est un avantage aussi d'être plus posé quelque part, plus sédentaire, de pouvoir se mettre comme ça dans un état de flow. Et du coup, ce que j'ai fait en fait cette semaine, c'était mardi, j'en ai eu marre et j'ai dit ok, genre on va prendre le taureau par les cornes. Je me suis pris un coworking pour la journée. Je suis arrivé le matin, je suis sorti à 20h et j'ai fait ma journée la plus productive du dernier mois, je pense. Et alors, je sais pas s'il y a peut-être différentes raisons. Déjà, le cadre coworking, je connaissais personne, tu vois, donc j'ai pas de papote ou de trucs comme ça. Tu vois, je fais mes trucs, je vais prendre mon café, je bosse. Le fait d'être calme, le fait d'être un endroit où tous les gens bossent aussi et sont pas là à papoter. Et aussi, je pense,
le côté de payer, tu vois, c'était 30 balles, 30 euros la Clairement, journée. ouais. Ce qui est pas donné pour un coworking en soi. Mais tu vois, je pense que le fait d'avoir payé, de me dire, ok, je vais là pour bosser et tout, bah en fait, j'étais 2 fois plus productif. Du coup, je me dis, est-ce que je devrais pas en fait aller bosser, genre, je sais pas, un jour sur 2 ou une demi-journée au coworking Clairement. pour maximiser ma productivité, tu vois. Et quitte à bosser moins, mais bosser plus dit, plus intense et avec une certaine pression aussi, tu vois, que je me mets en payant pour le coworking. Alors après, je pense que si tu payes au mois, t'as moins Ouais, je cette suis pression carrément de truc, d'accord. mais Moi, je sais pas ce ce que t'en que penses, toi. j'observe aussi, c'est que mon état de flow, entre guillemets, mon deep work va aussi dépendre de ce que j'ai fait avant et des émotions Ouais. que j'ai vécues avant. Je te donne un exemple tout con, mais par exemple, si je décide d'aller bosser quelque part le matin, j'aime bien le matin, tu vois, aller prendre, tu vas te poser dans un café, tu commences, voilà. Si sur la route, je me suis pris 3 queues de poisson, qu'on m'a coupé la route 5 fois et que j'ai stressé comme un malade, je sais que derrière ça va être super difficile, tu vois. Si j'ai eu trop d'émotions avant, derrière pour me mettre dans le boulot, j'ai vraiment du mal. Alors que si j'ai été vraiment peace, tu vois, et qu'il y a, Ouais. voilà, derrière c'est ultra facile de m'y mettre. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc-là, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pour moi, ça marche pas mal. Bah, puis c'est ça. Je pense que là, tu parles du matin, et peut-être juste pour ça, en fait, je pense que les premières heures et ce que tu fais sont super importantes pour le reste de la journée aussi. Tu vois, si tu je sais pas, tu commences en retard ou autre, tu passes ta journée à courir après ta demi-heure que tu as raté ou autre. Et ouais, ça peut. Enfin, pour moi, c'est vraiment un moment à vraiment optimiser, c'est le lever et je sais pas, Ouais, on va dire les carrément, 2 carrément. premières heures, quoi. Mais du coup, ça explique pas mal de choses parce que quand tu te rends compte à quel point ce moment peut influencer toute ton humeur dans la journée, tu te rends compte aussi, tu comprends aussi pourquoi. Tu vois, si je prends l'exemple de Paris, sans tomber dans les clichés, même si je m'en fous un peu, mais non, mais Il tu va vois, encore nous parler de défense. les gens énervés à Paris et tout, enfin, tu vois, je me dis, ça a probablement un lien aussi, quoi. C'est-à-dire que le matin, les mecs, ils prennent leur bagnole ou les transports, machin, ils vivent des situations stressantes dès le matin juste pour aller au boulot. Donc tu peux aussi, tu vois, on comprend que derrière, ils soient stressés toute la journée et puis que finalement ça devienne leur vie, quoi, que d'être désagréable finalement. C'est assez évident. Hmm. Et Ouais, puis ouais. vas-y. Ouais, Non, bah, c'est juste que je faisais un Vas-y. lien aussi tout à l'heure parce que du coup j'ai passé là il est 17h43 ici et j'ai passé la matinée donc de 8h jusqu'à 13h30 quelque chose comme ça vraiment dans la campagne de Chiang Mai pour visiter la maison et puis pour explorer un petit peu les environs et à un moment on cherchait un truc. On cherchait un endroit pour aller, un café pour aller se poser et puis et voilà. Et on le trouvait pas. T'as des gens qui se sont arrêtés pour nous demander ce qu'on cherchait, nous expliquer. Ils parlaient pas anglais, tu vois, mais ils ont quand même réussi à enfin, ils ont fait l'effort, tu vois, alors que nous on parle pas bien thaï, quoi. Ils ont fait l'effort pour essayer de nous faire comprendre qu'en fait le café n'existait plus. Et derrière, ils nous ont dit, bah, suivez-nous, c'était un couple, tu vois, suivez-nous, on va vous emmener dans un autre et tout ça. Et le pire, tu vois, c'est que, donc, ils nous ont emmenés dans un autre. Moi, je pensais que c'est parce que c'était sur leur route, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'arrivés devant, ils ont fait demi-tour pour repartir à l'envers, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et pour le coup, d'une manière générale, les tailles sont quand même cool, on va dire, mais ça se passe pas comme ça en ville, quoi. Tu vois? Donc, quand à la campagne, c'est le comportement, l'attitude des gens est vraiment différent. Et puis, c'est moins stressé, moins de. Tu vois? Et je pense que ça s'explique pas mal, cet état, ça s'explique pas mal par la circulation. Alors c'est juste un feeling, tu vois, j'ai pas d'études, j'ai jamais creusé la question, mais je sais que pour moi, c'est un truc, ça joue un rôle, mais c'est énorme, quoi.
Tu vois, si voilà, le truc qui peut vraiment me plomber ma journée, c'est voilà, un premier truc le matin où j'ai un coup de stress, quoi. Ouais, non, c'est intéressant ce outil parce que tu vois, pour autant, il y a des trucs qui peuvent me frustrer ici en Espagne, tu vois, bon, le rythme un peu plus lent, tu vois, t'es à un café, paf, c'est la siesta à 14h, il ferme, bon, ok, il rouvre à 17h, t'es là, bon, ma merde, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais pour autant, les Espagnols, ils sont très, très, je suis en ville quand même, il y a la circulation et tout ça, mais ils sont très, très relax et très sympas. Genre, tout le monde est hyper sympa. Tu vois, moi je parle espagnol, ma copine elle parle pas espagnol, ils vont essayer de parler en anglais, tu vois, même s'ils n'arrivent pas, ou tenter d'autres langues, et ils sont vraiment relax. Et je pense qu'il y a quand même un côté vibe général qui est là, et je pense que peut-être qu'il y a une taille de ville significative, parce que tu vois, genre mettons, tu prends quelqu'un, mettons un Thaïlandais qui est à Chiang Mai, en général, en termes de trafic, peu importe ce qui se passe ou autre, il va être quand même plus sympa que sur la route qu'un Thaï à Bangkok. Souvent le problème avec Chiang Mai, c'est avec les gens de Bangkok, en fait. C'est-à-dire dans la circulation, tu sais, tu repères les plaques d'immatriculation de Bangkok. Souvent, quand tu te prends un mauvais coup dans la, toi t'es avec ton petit scooter là et tu te fais frôler ou alors carrément couper la route et tout. Très souvent, c'est des véhicules qui viennent de Bangkok. Et je suis complètement d'accord avec ça. Et je pense que et d'ailleurs j'ai vu un truc récemment là-dessus. La densité impacte la densité de population impacte impacte la qualité de vie. Et d'ailleurs c'était assez intéressant parce que tu voyais en fait le truc, c'est que c'est une espèce de serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que tu as des lieux qui jouissent d'une qualité de vie extraordinaire, donc qui se font une réputation de lieux où la qualité de vie est extraordinaire, donc attirent du monde, et du fait de la densité qui se crée par cette réputation, la qualité de vie chute. Tu vois ce que je veux dire? Et donc derrière, ça ne reste plus qu'un mythe, quoi. Et si tu réfléchis, c'est un peu le, tu vois, bon, on va pas cracher sur Bali, mais c'est un petit peu ça qui s'est passé avec Bali. C'est-à-dire que Bali, en fait, ce qui a complètement plombé l'expérience, c'est le fait qu'on y soit, et je nous inclus, tu vois, qu'on y soit tous allés et que le monde entier rêve d'y aller, machin, et puis il y a énormément de monde maintenant. Finalement, c'est la densité de population qui plombe complètement le truc. Et ça, j'avais vu un truc, c'était, là pour le coup, c'était documenté sur des quartiers en France, quoi. Sur des quartiers en France. Et derrière t'as la qualité de vie qui se dégrade, donc les gens qui ont les moyens s'en vont ailleurs, dès lors que ça se dégrade, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, dans ces zones très denses, il reste plus que les personnes qui n'ont pas les moyens de s'en aller, qui n'ont pas les moyens forcément d'aller ailleurs, et du coup, ça crée des concentrations de personnes qui sont là par défaut, et de là montent les problèmes de délinquance, etc. Ouais, t'as ceux qui restent et qui peuvent se payer le lifestyle de genre génial, tu vois, genre tout confort et tout ça, qui devient aussi beaucoup plus cher. Mais en fait, moi j'ai remarqué dans tous les voyages, etc., que il y a certaines villes où genre j'ai l'impression de me sentir un peu comme un rat, tu vois, dans le truc. On est tous des rats qui courent partout, on va prendre tous le même bus, faire tous le même truc. À Bali, c'est tout le monde sur scooter pour aller au sunset à la même heure et tout ça. Et en fait, pour moi, dès que t'es dans un système, enfin dans un endroit où tu vois, je me sens un peu comme un rat, c'est genre, je n'enjoy pas, tu vois. Et là-dedans, j'inclus, tu vois, genre j'inclus Bangkok à certains endroits, tu vois, Séoul, Tokyo, Paris, tu vois. Ça peut être des endroits très agréables, mais en fait, il y a une telle densité que voilà. Et alors que tu pars à des endroits où t'as quand même beaucoup d'habitants, mais c'est beaucoup plus espacé. Typiquement, les villes, alors peut-être pas toutes, mais genre, tu vois, pas Mexico City en Amérique latine, mais en Amérique latine, tu vois, genre Buenos Aires, ou alors les villes en Espagne ou autres qui sont plus espacées. Et tu te sens un peu mieux. Montréal, il y a plein d'espaces, les buildings font pas plus de 3 étages, t'as plein de parcs, t'as la rivière et tout, donc ça va, tu vois. Mais c'est un endroit où vraiment je sens, moi, que j'étouffe. Alors que je suis pas en mode, genre, je vais vivre à la campagne, tu vois, j'aime bien la ville et la qualité de vie qu'on peut avoir, tout ce qu'il y a à faire. Mais il y a juste, je pense, il y a
faudrait que je me pense là-dessus, mais je pense qu'il y a une taille limite au-delà de laquelle, ou une densité limite à laquelle je me sens pas bien. Faudrait que je t'envoie, j'essaierai de retrouver le documentaire. Je pense que aussi tu parlais de... C'est super bien expliqué. Ouais. Ok, ouais, carrément. Et tu parlais aussi de trajet pour aller quelque part s'il se passe des trucs et tout ça. En fait, moi, il y a aussi un truc majeur que je remarquais par rapport à quand j'étais employé versus indépendant et nomade. C'est en fait le chemin pour aller travailler, le commute en fait. Quand j'étais employé, moi, il fallait que je marche genre 10-15 minutes pour aller au métro. Je prenais le métro et après, je marchais 20 minutes. J'aurais pu marcher moins, mais j'aimais bien ça aussi. Donc en gros, ça me prenait genre, je sais pas, 40 minutes de porte à porte, tu vois. Et donc à Montréal, donc qui fasse beau l'été, qui neige, qui pleuve, voilà. Et en fait, c'était un truc qui était imposé, donc ça me saoulait. Genre, ok, j'écoutais des podcasts, je me suis bouffé tous les podcasts de Tim Ferriss à l'époque et tout ça, c'était productif, tu vois, mais ça me saoulait. Alors que là, en fait, tu pourrais dire, ouais, mais là, tu peux commencer à travailler de chez toi, direct, sans commute, mais j'aime bien, tu vois, dans un café ou autre. Mais vu que c'est un choix et que c'est pas tous les jours, bah en fait, je profite du truc et c'est dans un bien meilleur mood, tu vois. J'ai pas l'impression d'avoir perdu du temps. Je me dis, tiens, je vais aller à ce café-là qui est à 15 minutes de marche, bah parfait. Je vais pouvoir me vider la tête ou écouter un truc ou autre. Et si j'ai pas envie de marcher, je peux rester chez moi ou je peux aller plus proche, tu vois. Et tu vois, hier par exemple, on a été bosser justement avec des amis en commun dans un quartier qui est plus proche de la plage ici à Valencia. Et on a dû prendre le vélo et tout pour y aller, pour revenir et tout ça. Mais c'était cool parce qu'on est arrivé là-bas, c'était un peu expédition. On va là-bas parce que c'est un quartier avec des cafés différents, des maisons de toutes les couleurs. Et c'est une expérience, tu vois, pour aller coworker avec des potes et manger avec eux. Et je pense que le choix en fait est hyper important. Parce que quand tu as un boulot, bon, en général, tu choisis pas où est-ce qu'il a lieu, le bureau, et il faut y aller. Tu choisis pas tes collègues, alors qu'indépendant, tu choisis ton commute. En général, tu choisis avec qui tu travailles, que ce soit des clients ou collaborateurs. Et je pense que ça fait, enfin pour moi, ça fait toute la différence. C'est un vrai kiff au quotidien, en fait, ça. J'étais en train de me faire j'étais en train de me faire la réflexion. Je me demande si on n'est pas trop mou dans ces épisodes. Celui-ci et le dernier. Autant j'ai pris énormément de plaisir dans le dernier épisode, mais je trouve qu'on est calme, hein, comparé au premier où il y avait plus d'énergie. Moins de LSD. On a pris moins de café. Non, je pense que c'est... Ouais, bah peut-être que c'est qu'à distance, c'est plus dur aussi de pas se couper au haut parce que tu sais, t'as une idée, tu essaies de le dire, puis l'autre n'avait pas fini, et je trouve que ça... Ouais, c'est moins, on n'est pas en physique, quoi. Je fais mon mea culpa, c'est aussi que on est en fin de journée ici et forcément j'ai moins d'énergie. Mais il faudrait peut-être que je fasse une petite sieste avant, histoire d'être bien au taquet la prochaine fois. J'essaierai. Donc sieste et triple espresso. Triple espresso en journée derrière. Je vais pas dormir. Donc. Mais pour le prochain épisode, j'essaierai d'être un peu plus au taquet. Mais tu viens juste de le rajouter, c'est ton livre business préféré? Où il était, je l'ai pas vu. Ok. Non, je l'avais mis déjà avant. Je l'avais mis avant. Mais ouais. Bah, on peut parler ça ou on peut parler du sujet d'après comme tu veux. Alors, impossible pour moi. Impossible de te donner un livre. C'est pas possible. Des livres business, en fait, dès que je lis un nouveau livre business que je kiffe, je me dis putain, c'est mon livre préféré. Et puis, ça change tout le temps. Néanmoins, j'en ai un que putain, j'adore. Ça s'appelle Spin Selling. Alors c'est un livre qui a été écrit, je crois, dans les années 70-80, un truc comme ça, sur le système de vente Spin. Et c'est trop bien. Et en fait, c'est quelque chose qui confirme aussi, moi, ce que j'enseigne en copywriting. Enfin, c'est un peu des méthodes de vente qui sont, voilà. Moi, mon approche du copywriting, c'est, alors évidemment, la phase de closing, c'est important. Enfin, ce qu'on appelle l'appel à l'action, c'est important. L'urgence, c'est important pour aider tes lecteurs à passer à l'action, machin. Bien sûr que c'est important tout ça. Mais moi, mon message, c'est que il faut pas. En fait, mon message, c'est qu'il y a une distance, il y a une énorme différence entre convaincre et persuader. D'accord ? Et
mon idée, c'est que persuader, c'est facile. C'est-à-dire, regarde Ambroise, ce truc-là, cette bouteille d'eau, là, il en reste plus qu'une et elle est vraiment bien. Achète-la parce que sinon, tu vas passer à côté. Et finalement, tu vois. Et du coup, t'es pas convaincu, mais je t'ai persuadé de passer à l'action parce que je t'ai mis la pression et finalement c'est un peu le FOMO qui te fait passer à l'action. Tu passes pas à l'action pour les bonnes raisons. Convaincre, et du coup derrière, une fois que tu auras acheté, tu vas m'en vouloir. Parce que tu vas te rendre compte qu'en fait c'est de la merde et même si tu te rends pas compte que c'est de la merde, tu vas finir par le regretter et tu vas bien te rendre compte que une fois l'émotion passée, t'as pas acheté pour les bonnes raisons. Donc tu vas m'en vouloir. Maintenant pour moi l'approche convaincre c'est différent. Convaincre, c'est presque une forme de coaching. C'est-à-dire que mon travail à moi, c'est d'identifier un problème et une solution que je pourrais t'apporter et d'essayer de t'aider en fait à toi aussi faire le lien entre les deux. Et c'est ça en fait, c'est un travail de coaching. Je t'aide à faire le lien entre les deux et une fois que tu as fait le lien entre les deux, entre ton problème et ma solution, déjà t'es convaincu. Maintenant, il y a des questions de confiance qui rentrent en jeu, il y a des questions où t'as de peur et tout ça. Et donc là, c'est à moi de t'aider à passer à l'action. Je dois mettre en place des choses pour t'aider à passer à l'action. Mais seulement une fois que t'es convaincu, pour qu'à la fin tu me dises putain merci Adrien. Sans toi, je serais pas passé à l'action. Donc merci. Et pour moi, c'est ça mon taf, tu vois. C'est ça un bon copywriter. C'est quelqu'un qui aide des lecteurs, en l'occurrence, à passer à l'action. Et une fois qu'ils sont passés à l'action, ils disent merci, tu vois. Et bon, du coup, tu te doutes bien que c'est la même chose. Le copywriting, c'est un format de vente. Et en l'occurrence, ce bouquin, c'est un bouquin sur la vente. C'est méthodes sur la vente, mais qui partagent un petit peu, je sais pas si je peux parler de valeur, mais tu vois, qui partagent un petit peu ce truc où on passe plus de temps à convaincre qu'à persuader finalement. Et le mec en fait a fait des études de ouf, il a vraiment étudié des tas d'appels de vente dans les années 70 machin, des milliers, tu vois. Et il se rend compte finalement que il y a une vraie distinction à faire entre les produits, les low ticket et les high ticket, tu vois. Donc entre les produits chers et les produits pas chers, les produits plus impulsifs et puis voilà. Alors ça peut paraître évident, mais du coup on se rend compte que les méthodes qui fonctionnent très bien en low ticket sont proportionnellement alors attends, là ma phrase je vais pas réussir à la faire, mais inversement proportionnelles efficaces, t'as compris, elles sont tout autant pas efficaces qu'elles sont sur des produits high ticket. Donc typiquement, par exemple, les appels à l'action, si je reprends les termes copyright, les appels à l'action, plus t'en mets sur du high ticket, moins ça performe. Et t'as des stats, t'as des chiffres, tu vois. Ou alors plus ça arrive tôt, machin, bref. Et du coup, super bouquin. C'est-à-dire, d'ailleurs, tu vois, pour un freelance qui doit vendre ses prestats, tout ça, franchement, super bouquin. Vraiment super bouquin. Ouais. Le mec s'appelle... Trop cool, je connaissais pas celui-là. Ah putain, attends, je te le retrouve. Mais, parce que je crois qu'il y en a plusieurs derrière, après des livres là-dessus, mais... Neil Rachman. H-A-2-M, je crois. Rackham, ouais. Un M, ok. R-A-C-K-H-A-M. C'est un livre que tu as lu récemment ou c'est... Non, c'est historiquement... Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, c'est un livre que j'ai lu récemment, c'est pour ça que je t'en parle. C'est parce que c'est celui-là, si tu veux, que j'ai en tête. Okay. Ouais, c'est ce livre. C'est un livre que je suis en train de terminer. Et sinon, je me suis lancé dans autre chose. Mais alors, et c'est tout aussi intéressant et on peut faire des liens avec. Je vais peut-être pas. Bon, je peux le citer rapidement, mais je m'intéresse aussi en ce moment à la question des statuts. D'accord ? Les statuts en vente, en copywriting, c'est
C'est le principe d'autorité, si tu veux. Et en fait, on se rend compte que, dépendamment des cultures, le statut n'est pas... Enfin, les facteurs, les vecteurs de statut sont pas les mêmes, tu vois, d'un pays à l'autre, machin. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça, et je me suis lancé là dans la lecture d'un livre d'un mec, un grand sociologue qui s'appelle Bourdieu, je crois que je sais plus si c'est Pierre ou Éric Bourdieu. Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, il a écrit plein de bouquins. Et son principal, enfin son œuvre majeure, on va dire, ça s'appelle... Putain, je suis nul pour retenir les noms. Puis forcément, il a une page wiki qui fait 200... voilà. Mais il a reçu des prix et tout pour ce bouquin. La distinction de Bourdieu. Okay. Et c'est un livre qui est ultra intéressant pour vraiment comprendre, notamment pour les questions de confiance. Alors, le livre de base, si tu veux, pour vraiment comprendre comment injecter de la confiance et du coup, d'une certaine manière, créer de la valeur voilà, ça rend un peu technique, mais si tu veux, créer de la valeur dans les bénéfices que tu annonces, pour qu'un bénéfice, pour qu'il y ait de la valeur perçue dans un bénéfice, il faut qu'il y ait de la confiance associée. Et donc, pour injecter de la confiance dans tes textes ou dans ta vente, t'as Cialdini, d'accord ? Influence et manipulation, les 6 principes de Cialdini. Quand tu maîtrises ça, ça te permet d'injecter de la valeur, de la confiance un peu de part et d'autre. Et un de ces principes, c'est le principe d'autorité. Le principe d'autorité, ça peut être ton autorité, dire, bah, tu sais, moi j'ai un diplôme de machin, moi je suis médecin, ou alors de l'autorité transposée, on appelle ça emprunter l'autorité, c'est-à-dire dire je connais machin. Ou tu vois, ou alors dire, bah d'ailleurs, comme disait machin, ou citer quelqu'un, tu vois, qui a déjà une autorité. Bon, mais si tu veux aller plus loin là-dedans, t'as la question, si tu veux, c'est un peu comme si tu zoomais à fond sur ce principe-là. T'as la question des statuts qui rentrent en compte, qui rentrent en ligne de compte. Et franchement, mais c'est hyper intéressant, c'est super puissant. Et ouais, c'est cool. Par exemple, typiquement, tu peux découvrir que, dépendamment de ta cible, tu vois, par exemple, les mecs qui mettent en avant, typiquement, la Lamborghini. Tu vois, les entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, salut à toi, jeune entrepreneur, j'ai plus la phrase, mais t'as compris. Bah, typiquement, dépendamment de ta cible, tu peux être perçu comme quelqu'un qui a une autorité ou comme quelqu'un qui a 0 autorité. Dépendamment du statut associé à ta cible, en fait. Regarde, je te le donne. Si, par exemple, tu parles à quelqu'un qui est plutôt vieille France, tu vois le délire, donc qui tient son statut souvent de sa famille, mais qui s'identifie, les gens s'identifient, ce type de classe s'identifie par la culture. La culture, tu la tiens de n'importe quoi, même de la façon dont tu te tiens, la façon dont tu t'exprimes, la façon dont tu tiens tes couverts à table, tu vois. Ça permet de s'identifier au sein de cette classe. Ouais. Eh bien, pour quelqu'un qui débarque en Lamborghini, c'est tout sauf du raffinement et et du coup, il va y avoir un jugement qui va être émis, type nouveau riche. Nouveau riche, ça te met tout en bas en termes de statut, en termes d'autorité, au sein de cette classe, si tu veux. Tu vois ? Donc, en fait, tu te rends compte que tu as des symboles d'autorité qui ne fonctionnent pas dépendamment tu vois, qui sont associés à certaines classes, tu vois l'idée. T'as des personnes qui répondent à certains symboles et d'autres qui n'y répondent pas. Ça peut paraître évident quand on dézoome et qu'on prend un petit peu de recul, mais quand tu rentres en profondeur là-dedans, tu te rends compte que c'est juste ouf, quoi. Et t'as certaines personnes qui vont voir de l'autorité dans des trucs super accessibles, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Où tu peux vraiment te construire une autorité, où tu vois, pour tes clients, quand tu écris en tant que copywriter, machin, tu peux vraiment... T'as entre les mains des outils d'autorité que tu peux mettre en place et que tu n'avais même pas vu, quoi, tellement c'est évident. Enfin bref, ok, voilà. trop cool.
Donc c'est pas forcément un livre business, c'est un livre de sociaux, c'est même pas facile à lire honnêtement, c'est même assez hardcore, mais je trouve que compte tenu que pour moi la vente c'est certainement l'élément numéro 1 dans le business, donc je le classe dans les livres business, en tout cas ça peut avoir une bonne influence dans le business. Ok. Et toi? Alors du coup le livre business, bon, celui qui m'a le plus impacté, moi c'est toujours la même chose, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, mais il y a du business, mais c'est pas que ça. Là, je vais peut-être parler d'autre chose. C'est un bouquin que j'ai lu / écouté cet été en juin, d'un Canadien qui s'appelle Dan Martel. C'est un bouquin qui s'appelle Buy Back Your Time, que je t'ai recommandé aussi à l'époque. Et oui. Mais c'était mon livre de business préféré voilà. Il y a un mois. Mais du coup, du coup c'est vachement intéressant parce qu'en fait, Dan Martel, moi je le suis depuis super longtemps. C'était le mentor d'un jeune super brillant à Montréal qui a une agence d'optimisation de la conversion, qui a des clients comme L'Oréal, etc. Et il faisait un chiffre d'affaires dément à genre 20 ans et quelques. Et du coup, c'est son mentor, donc j'avais suivi un peu à cette époque-là. Puis au Canada, c'était une des stars d'entrepreneuriat, des SaaS, il en a vendu plusieurs, etc. Et là, le mec, il sort un livre. Donc Buy Back Your Time avec tous ces principes, avec quand même pas mal de bouteilles, tu vois, au moins 10 ans, plus d'entrepreneuriat, des boîtes revendues, etc. C'est pas juste un mec qui débarque. Et donc Buy Back Your Time, en gros le principe c'est qu'en tant qu'entrepreneur, si tu continues dans le même chemin en général, tu vas atteindre un point limite où tu pourras plus grossir, ou alors où ta vie va être pas agréable, etc. Et qu'il y a des façons de s'en sortir. Et que souvent, tu t'auto-sabotes de différentes façons, soit micromanagement, soit super-héros, enfin il y a plusieurs choses à voir comme ça, et qu'en fait tu as une façon de commencer à déléguer les choses de ton business. Ils appellent ça la delegation ladder, l'échelle de la délégation, et tu as les trucs qui sont mieux à déléguer dans un sens que dans l'autre. Et en fait l'idée, le principe de base, c'est de calculer, de voir comment tu passes ton temps, calculer la valeur de ton temps. Donc concrètement, combien tu te payes ou tu fais de profit qui va te revenir divisé par le temps que tu passes à bosser. Et en fait, d'embaucher des gens que tu vas payer, je crois que c'est 4 fois moins à l'heure que toi. Ouais. Et du coup, avec ça, c'est un bon ratio pour dire, ok, en fait, j'utilise bien mon temps et mes ressources pour me libérer du temps, m'enlever les trucs qui me prennent trop de temps, que finalement, j'aime pas ou qui me prennent de l'énergie, pour me focus sur ce que je, seul entrepreneur, peux faire. De type... créer des vidéos, créer du contenu, de type des trucs administratifs qu'il faut que tu signes par exemple ou autre. Et en fait de t'alléger comme ça et de mettre en place des process là-dessus. Et en fait, bon, il y a beaucoup de principes, il y a plein de choses là-dedans aussi qu'on a déjà vu ailleurs, mais ce principe-là, franchement, moi quand je l'ai lu, ça a été genre, ok, je peux souffler, il y a une méthode qui existe pour mettre ça en place et me libérer du temps, quoi. Donc ouais, moi, livre business préféré du moment et de l'année même en général, je pense. Enfin de l'année 2023. Ouais, puis même des règles. Ouais, mais d'ailleurs, je te remercie pour la reco. Carrément. Ouais, puis il y a plein de petites règles au quotidien, des trucs tout cons, tu vois, mais à mettre en place, mais qui changent le truc. Comme quand quelqu'un de ta team te vient vers toi avec ah tiens Ambroise, comment tu ferais ça pour tel truc, ou je suis bloqué. La personne doit venir avec 3 propositions et te suggérer genre, je sais pas, je crois que c'est la meilleure ou les 2 meilleures qui verraient. Il y a le principe aussi qui est déjà la semaine de 4 heures, c'est de donner à des entre guillemets une limite d'argent que peuvent dépenser les gens de ta team pour régler un problème, tu vois, plutôt qu'elles viennent te voir, et des trucs comme ça qui sont des bons rappels. Mais en tout cas, je trouve que c'était vraiment bien intégré, tous les concepts ensemble, et une réalité qui me correspondait, plutôt que la semaine de 4 heures, de 4 heures où c'est un peu plus ancien, c'est devenu un peu dans les conseils courants classiques, quoi. Donc ouais, plus pour entrepreneur que freelance du coup celui-là, mais hyper intéressant. Ouais. Ah, il est top, vraiment top. Je confirme, tu m'as donné envie de le relire alors que je l'ai lu il y a un mois et demi. Trop bien. Ok. Eh ben écoute, je sais pas ce que t'en penses, mais je me dis qu'on a ça fait plus d'1 heure là. On a fait un petit peu le tour de. On s'est raconté plein de choses. Peut-être qu'on en garde sous le pied pour la prochaine fois. Et qu'est-ce que t'en dis ? Écoute, faisons ça. Hein. C'est bien. On s'est dit qu'on voulait faire plus court et plus to the point. Donc on verra les feedbacks que vous donnez sur les épisodes et la durée, et, l'énergie. Nous, si des fois on a une impression que finalement c'est pas ça, dites-nous si vous nous trouvez plus mou qu'avant ou pas, ou comment vous verriez les choses. Toujours hyper intéressant les feedbacks. Puis même,
N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les différents réseaux qu'on a créés, notamment le réseau sur Instagram, notre compte. On publie des extraits courts et impactants de nos discussions et on vous donne des news sur ce qui se passe. Eh bien, écoute, et puis pour la prochaine fois, on voit si on arrive à avoir quelqu'un pour échanger avec nous. Ouais. Et puis si c'est pas la prochaine fois, ce sera la fois d'après. Y a pas de. Et j'ai encore eu de très bons échos sur les derniers épisodes. Je suis très content. J'en parlais la dernière fois, mais à la fois content et un peu surpris. Enfin voilà, je pensais pas qu'autant de monde écouterait. Ouais. c'est assez fou. Donc trop bien. C'est cool. Et puis on a des vidéos qui sont quand même commencé à être pas mal vues en format court, donc très cool. Trop bien. Eh ben, écoute, c'était top. Merci pour ce petit échange. Merci à tous d'avoir écouté. Et puis à la prochaine. Hein. Ouais, à dans 2 semaines. Allez, bye.